Merci, très bonne question. C'est plutôt quel aéroport, dans quelle zone qui va être, enfin tel hôtel, dans quelle zone qui va être réhabilité, ça risque encore d'être repoussé au calendes grec. Donc je pense qu'il y a une influence qui doit se faire non seulement au niveau de la province, des députés provinciaux, au niveau des députés nationaux, au niveau des personnes, on voit des gens de la province qui sont au niveau de la présidence, il y en a quelques-uns ici, chacun à ce niveau, et ça demande à ce moment-là qu'il y ait justement cette unité dont vous parlez. Et quand chacun pousse de son côté pour des projets qui concernent son propre fief, on ne va pas arriver à viabiliser, bien matérialiser plutôt les projets qui concernent la province. Cette unité est indispensable pour tous les projets. Pour l'hôtel de lac, évidemment, nous allons continuer à pousser, mais pour les aéroports, ça dépend du ministère des Transports, et ça dépend encore de son poids politique, de cette influence politique qui est nécessaire et qu'il est possible que s'il y a une unité entre les différents pouvoirs. Et vous l'avez dit dans mon discours quand je suis allé à Congo, même quand j'étais à l'église du Congo, c'est un des points faibles, parce que les intelligences, les cerveaux, il y en a fait le tour ici, même quand je suis dans le secteur privé, les individualités, au niveau du Maïdobé, en intelligence, il y en a beaucoup. Ce qui manque, c'est cette cohésion. C'est pour ça que j'encourage cette initiative, qui j'espère ne sera pas la dernière. On avait déjà entamé avec le groupe du super public de mettre en place une chambre de commerce et d'industrie du Maïdobé. Il y a l'équivalent au Congo central, il y a l'équivalent au Katanga, au Kasaï, et ça fonctionne quand même. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça fonctionne. Il est indispensable que, je suis curieux de voir le plan de développement de la province, de voir si ces projets figurent dans la liste des projets qui sont en place. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Il y a ça une dame de Loki. Ok. Bon, mais maintenant, parce que lui, il avait levé ça. Merci beaucoup. Je suis Albert Moreno, je suis conseiller à la présidence de la République. J'ai bien suivi l'exposé sur l'écosystème. Mais à se poser des questions étrangères, je suis dans cette salle. Quels sont les sites touristiques que j'ai visités? Apparemment, vous avez parlé d'écosystème. Apparemment, les sites à identifier sont où? Je suis par exemple, je suis dans cette salle. Donc, on m'expose sur l'écosystème. Mais quels sont les sites touristiques identifiés au niveau des Maïdobé que je vais visiter? Ça, je vais développer ça dans la deuxième présentation, qui est beaucoup plus spécifique et qui va se baser sur le corridor vert. Parce qu'il y a presque 1 milliard d'investissements qui va se faire sur ce corridor vert, qui passe aussi par la province de Maïdobé. Mais il y a des sites qui ont déjà été identifiés. Ma question, moi j'ai trouvé ce projet avec la loi déjà sur la table. Est-ce que les fils et les filles de Maïdobé étaient impliqués dans le processus? Je ne sais pas, peut-être que mon frère pourra me dire. J'ai trouvé déjà une loi avec des points identifiés. Et on le verra ensemble tout à l'heure. Mais ça peut partir des bonobos, des hippopotames. On a un tourisme lacustre hyper potentiel, parce qu'il n'a pas encore été vraiment mis en place. Il y a un potentiel de tourisme lacustre, de tourisme d'agrotourisme qui est unique, je pense, au niveau de notre pays, à cause de cette hydrographie particulière de Maïdobé qui est traversée par plusieurs rivières et notre lac qui est pratiquement central. Donc voilà un peu ce que je peux dire de manière globale. On va en parler tout à l'heure dans les présentations. Merci beaucoup, Excellence. Nous passons le micro à madame. Et elle va se présenter là. Bonjour à tout le monde, bonjour Excellence. Avant tout, je remercie Excellence, Monsieur le gouverneur de l'invitation. Je suis Tania Trinal, je suis la directrice de la responsabilité sociétale des entreprises et gestion durable du groupe Sodefort. Et Sodefort est présent dans la province du Maïdobé depuis plus de 30 ans. Et j'aimerais bien confirmer ce que Son Excellence, M. Didier, vient de dire sur toutes les opportunités de création d'emplois qui vont faire que
la possibilité d'achat de la population du Maïdombe augmente. J'aimerais rappeler que nous sommes un opérateur économique, une société privée qui existe en Maïdombe depuis plus de 30 ans, qui est dans l'exploitation forestière durable. On a été les pionniers à développer des plans d'aménagement en RDC. Nous avons commencé tous les inventaires de la province du Maïdombe et de la forêt en 2005, même avant que le code forestier nous obligeait de le faire. Et je pense que la province du Maïdombe a plus d'1 million d'hectares de forêt qui est inventoriée, qui a tous les inventaires socio-économiques des populations qui y vivent, les inventaires forestiers, les inventaires de la biodiversité. Et donc c'est une province qui a un grand potentiel pour des investissements. J'aimerais également dire que tous ces domaines que son Excellence Sidi a parlé, du transport, de l'hébergement, de l'énergie, Sodefort est un acteur dans une province qui compte 2 millions de personnes et donc dans une province qui a, je pense, environ 10 millions d'hectares. Et donc un seul opérateur économique ne peut pas faire tout le travail seul. Nous avons besoin de synergie. Parfois on entend beaucoup de critiques, je vois ici beaucoup de frères. Moi j'ai habité dans le village de Nyoki pendant 8 ans, donc je suis à Nazarwana et Nyoki. Et donc je suis vraiment une sœur à vous. Je parle avec tout l'amour que j'ai de la province de Maïdombe. Je suis obligée de rappeler, par exemple, dans le village de Nyoki, nous avons un aéroport qui est une propriété privée, mais nous collaborons avec la province. Il y a 4 vols, 3 à 4 vols par semaine. Donc nous sommes un peu le deuxième chef-lieu de la province. Ce n'est pas que Nyongo qui a un aéroport. Et nous faisons l'entretien à la façon que nous pouvons. Mais si nous avons des partenariats, je suis sûre que ça va beaucoup avancer. L'hébergement aussi. Le domaine de la santé, nous avons l'hôpital général de référence de la province qui détient tous les soins. Aussi, nous avons des partenaires qui nous aident aussi à améliorer la qualité des soins médicaux et nous sommes ouverts à d'autres partenaires. En termes d'énergie, je dois juste dire, parce que je dois quand même rappeler l'effort faits dans la province de Maïdombe. Quand il y a du transport des biens de la province, nous sommes toujours ouverts à le faire. L'électricité pour des projets de santé pour la province, nous le faisons. Et donc, je pense que si nous avons plus d'opérateurs économiques, nous serons en mesure de vraiment développer la province et nous pouvons être la première province de la RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jusque-là, ils sont seuls. Et je crois que si ce n'était pas rentable cet investissement, vous auriez dû fermer. Mais étant donné que vous continuez, vous avez fait plus de 30 ans, donc c'est florissant. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Raison de plus de leur emporter le pas, car il y a du potentiel. Son Excellence venait de vous le démontrer tout à l'heure. Alors, on va accorder la parole ici d'abord. Merci, Michel Deloy. Merci, Excellence, pour votre exposé très brillant. Je pense qu'on a eu à discuter avec vous au sujet de ces méga projets des villages touristiques. Je préfère intervenir à l'issue de votre intervention sur le village touristique. Parce que j'ai voulu qu'on parle un peu sur le parc de la Salonga. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Sur l'Interland, oui, chef héroïque. Alors, l'Interland, où les corridors de la Salonga, Oshwe, Kassai et Mokoto, il se pose un problème au niveau du Maïdombe. C'est comme si on avait laissé cette partie du parc de la Salonga. Alors, le dossier de base se prend, je ne sais pas où on est sur les éco touristiques parce qu'ils ont fait la négociation de Bonobo. Je suis allé à 2 reprises là-bas, à Louis Kotane. Et il y a. Les biens de la province sont toujours ouverts à faire. L'électricité pour les projets de santé pour la province, nous le faisons. Et donc, je pense que si. Ils prennent le reste de nos histoires. L'application des bonobos, nos feuilles, nos racines, pour faire des recherches là-bas, mais nous ne connaissons pas exactement ce que nous sommes, c'est ce qu'on fait. Les hippopotames
de Mangaï à Oshwe. Quand on parle de Mangaï, ce n'est pas dans le distributeur de Mangaï, c'est Iluki et Inoro. Iluki, Nelekoko et Inoro. Aujourd'hui, c'est le Kouilou qui s'approprie l'appropriation de ce site par la province du Kouilou. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, quels sont les projets d'avenir, comme le gouverneur de province lui a passé c'est sa province. Je pense que cette question lui est réservée aussi pour peut-être lui donner des explications plus à ce sujet. Je vous remercie. Merci, très bonne question. Mais la problématique que vous évoquez n'est pas propre à Salonga. À Salonga, je pense qu'elle touche 3 provinces. Il y a l'Équateur, le Kouilou et le Maïbo. C'est l'un des plus grands, l'une des plus grandes aires protégées de la planète. Mais cette problématique ne concerne pas que la Salonga. Tous ces investisseurs ou bien ces grandes compagnies dans tout ce qui est conservation, mais plus l'accent sur la conservation. Tout l'argent qu'ils gagnent, même dans les titres recettes touristiques, est réinvesti dans la conservation. Tout ce qui est développement d'activités touristiques n'est pas toujours pris en compte. C'est ça le problème de ces aires protégées. Les premiers à attaquer ou bien à devenir des fossoyeurs de cette protection et conservation de la nature, ce sont les populations environnantes. Pour la simple et bonne raison qu'elles ne profitent pas de cette conservation. D'où cette idée de village touristique, c'est de créer une activité qui permette de créer des emplois et d'améliorer le niveau de vie des populations qui sont aux environs de ces aires protégées. Si on ne le fait pas, si on continue à conserver sans qu'on tienne compte de l'aspect humain dans ces aires, même si nous faisons ce corridor vert, on aura le même problème. C'est que ces gens vont faire du braconnage, ils vont être les premiers à contribuer à la déforestation parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative à leur survie. Donc il faut tenir compte de cet aspect humain. Et c'est très important que dans toutes les discussions que nous devons avoir en tant qu'élus ou en tant qu'acteurs politiques de la province, on puisse mettre cet aspect-là de l'avant, parce qu'il y a un potentiel énorme pour créer des milliers d'emplois et contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des pouvoirs d'achat de la population. C'est une des raisons pour laquelle le chef de l'État a mis en place le PDL 145. C'est pour justement contribuer à réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie. Mais si on ne fait pas cette plaidoirie, ce plaidoyer plutôt, on n'arrivera pas à l'accompagner dans cette vision. Voilà pour ce qui correspond à ce point. Merci beaucoup, ça commence à devenir intéressant. On va prendre une dernière intervention et pour permettre à son Excellence de développer le deuxième aspect de son intervention. Mais je crois, Jean-Robert, je peux intervenir. Hein. Oui, puisque je suis ici, il y a un intervenant qui avait manifesté l'envie de poser sa question. Il va poser sa question en 1 minute. Merci. C'est le professeur Mani, de l'Université de Kinshasa, à laquelle les sciences sont inscrites. Je suis aussi conseiller chef de l'État au Collège Santé et Bien-être. Excellence, je vous avais suivi une fois à la télévision présenter cette idée de l'écosystème, de village, etc. Malheureusement, avec le gouvernement, je n'étais pas suivi ça jusqu'à la fin. Je vais te suivre ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aimerais savoir, au niveau de l'exécutif, quand vous avez présenté ces plans, est-ce que ça a été adopté, oui ou non? Je suis curieux, parce que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vulgariser. Pas seulement en Maïbo. Moi, je ne suis pas les Maïbo, je suis Goussa. Je l'ai dit, j'étais votre interlocuteur au niveau du Goussa, où je suis dans les activités de développement. Et j'aimerais savoir si réellement ça a été soutenu par le gouvernement. Merci. Merci. Effectivement, c'est passé au Conseil des ministres, ça a été adopté à l'unanimité. Maintenant, nous avons déjà la commission des lois.
nous avons présenté ça sous la forme des zones de développement et d'expansion touristique. Le décret est déjà à la commission des lois et dans ce décret, il y a justement le concept qui n'est pas seulement applicable au Maïdonia. Je pense que c'est quelque chose qui peut être appliqué dans toutes les provinces si dans le plan, dans le budget de l'État, nous avons développé 12 projets pilotes. Le premier projet pilote doit, je pense qu'il y a la continuité de l'État, doit se faire à Bombe-Loubinier. Nous avons Mwanda, nous avons Lofoy, le chef de Lofoy, on a Ilongo, notamment parce qu'on a privilégié le chef-lieu. Nous avons le lac Bukamba, le lac Kwa, dans le Kassai. Il y a le village d'Eyala au niveau de l'Équateur. Il y a une douzaine de villages comme ça. Il faudrait, à mon avis, qu'il y ait au moins un village pilote par province. Ça permet justement de matérialiser ceci et de montrer comment le tourisme est un secteur qui est transversal et qui a un impact réel. Il y a des pays comme le Kenya qui n'ont pas de richesse, ils n'ont que le tourisme. Et je pense que l'année dernière, la contribution du tourisme au PIB était à peu près de 25%. 25%, c'est énorme. Il y a des pays comme le Zimbabwe qui, rien qu'avec le tourisme, ont fait des recettes en 2023 qui dépassaient le secteur minier. Et si on regarde ces pays, ils n'ont pas la diversité touristique que nous avons. Ils n'ont que les chutes de Victoria Falls, et rien qu'avec ça, ils ont construit un aéroport sur la ville, plusieurs hôtels, et il y a des milliers et des milliers de touristes qui viennent. Mais nous, si on regarde rien que Maïdobe, on a le lac Maïdobe, nous avons ces plages que j'ai visitées avec le gouverneur. Moi-même, j'ai été surpris de voir ce genre de plages. Je ne sais pas s'il y en a d'aussi belles dans votre province. Si on regarde le Congo central, on a Mwanda, c'est l'équivalent de Pointe-Noire à Raza. Mais à part l'hôtel Bévior, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de. Donc tout est. En fait, ne regardons pas ça comme un problème. Regardons ça comme une zone qui est vierge en termes touristiques et qui a un potentiel, et que chacun de nous ici peut commencer par un petit lodge avec un petit hôtel en respectant les standards, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir dans un hôtel, ils veulent aller dans ce qu'on appelle des Airbnb, ils veulent une intimité, donc on peut transformer une résidence secondaire en un lieu d'hébergement. Et il y a des gens qui ne recherchent que ça. Et selon l'ANAPI, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne naissante. Ça dépend des chiffres, on parle parfois de 5%, parfois on parle de 10%. Admettons que c'est 10%. Je suis optimiste. Si on prend une ville comme Kinshasa, ça fait 1,5 million de personnes qui sont prêts à louer une chambre à $50. Mais ce type de produit à $50 n'existe pas. On a des chambres comme ici à $450, $300, $500 de suite et tout. Quelqu'un qui se déplace avec sa famille n'a pas forcément ce potentiel à dépenser, enfin ce budget à mettre en jeu pour se distraire. Mais si on met en place, comme dans certains pays, quand vous avez au Kenya ou ceux les habitués de Dubaï, une chambre à 250 ici, c'est une chambre à $50 à Dubaï. Donc, il faut juste réfléchir différemment et se dire, au lieu de viser le sommet de la pyramide, voir le milieu qui est en train de croître en RDC. Les gens, la classe moyenne en RDC, c'est peut-être quelqu'un qui gagne entre 750 et $2,000 ou $1,500 par mois. Il y a de plus en plus de personnes qui se situent dans cette tranche-là. Quel genre de produit on peut offrir à ces personnes-là pour créer une masse critique qui permette de développer un business? Parce qu'un business ne se bâtit que si une masse critique de personnes qui peuvent se permettre ce voilà. Mais je suis ouvert à faire une discussion plus approfondie. Je suis disponible. Merci pour la question. Bon. Comprenez que c'est difficile qu'on accorde le micro à un expert. Donc, la matière ne fait que jaillir. Mais en Chine, nous sommes vraiment coincés par le temps. Alors, je veux quand même
la parole pour une dernière intervention. Et après, Excellence, j'avais soufflé que l'on fasse monter le deuxième intervenant, juste après cette dernière question, en 1 minute. Et ça permettra à son Excellence de répondre en 1 minute 57 secondes. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Robert Bangoua et je suis administrateur gérant de la société Terra Congo, qui est aujourd'hui quand même un fleuron de main-d'œuvre. Excellence, j'ai bien suivi votre exposé. Je crois que votre idée est exceptionnelle. Sauf que j'aimerais vraiment dans votre graphique que nous puissions, dans le contexte de Main-Ndombe, que nous puissions renverser les choses. Vous savez que même si, pour moi, même si on dit que le Main-Ndombe regorge énormément de ressources, la première ressource de Main-Ndombe, c'est la forêt et c'est l'agriculture. La première des choses, c'est celle-là qui peut être le moteur du développement du Main-Ndombe. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se mettre à baser notre développement sur des ressources pour lesquelles nous n'avons pas toutes les précisions, non seulement de l'existence, mais aussi des quantités qu'on peut exploiter. Et évidemment, le tourisme, comme vous le dites, nous avons du sable, en fait, qui est du Pyrex. Vous avez visité certainement les sites de Baké, qui est vraiment un site où on a du sable fin, du sable du Pyrex 100%. Donc je crois que le problème fondamental du Main-Ndombe aujourd'hui, si je peux le dire, est qu'il y a une absence de production. Il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Si j'envoie un bateau aujourd'hui à Inongo jusqu'à Ndongese, ce bateau ne reviendra qu'avec de macaille, ou peut-être avec de quoi. Alors que lorsque moi j'étais enfant et je grandissais, pas au Main-Ndombe, mais à l'Équateur, en saison sèche, on venait chez nous au Main-Ndombe pour faire la pêche. Les bateaux allaient, lorsque le bateau allait à Ndongese, il revenait avec énormément de poissons. Donc nous avons un problème de surpêche au niveau du lac. Les touristes aiment aussi pratiquer la pêche. Et lorsque vous jetez votre canne à pêche au niveau de notre lac, il est vide. Le lac n'a plus de poissons. Parce que nous pêchons avec des moustiquaires. Et lorsqu'on prend des moustiquaires, une fois, avec mon collègue de l'école régionale des Raïfs, nous avons compté le nombre. Il y avait 6 millions d'alevins par piste qui partaient. Alors avec ça, on ne peut plus avoir de poissons. Nous, on pêchait au moins 400, 500 carpes par jour lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, on ne peut même pas trouver de carpes. Donc, je crois que vous savez que je suis parfaitement d'accord avec le graphique, nous en avons discuté, mais nous devons tous, au Main-Ndombe, investir dans la production. La production de fruits et légumes, on peut le faire. Et la production de poissons, on peut améliorer, mais pour cela, nous avons besoin du soutien de l'administration pour que le filet à moustiquaire puisse quitter. Parce que le poisson, c'est aussi un élément important de notre production dans le Main-Ndombe. J'avais juste un commentaire et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean-Robert. Peut-être que je vais répondre rapidement à Jean-Robert. Il a totalement raison sur un aspect. Mais sur l'autre, en termes de production, dans le graphique, vous allez remarquer qu'il y a un volet que j'ai mis coopérative agricole. Et ça concerne justement la production qui, d'abord, doit permettre de combattre tout ce qui est crise alimentaire.
avoir une autosuffisance au niveau local, et tout le surplus peut servir à la transformation ou à l'exportation, à tout ce qui est comme commerce surtout. Concernant le poisson, honorables invités, distingués invités, il m'a été demandé de parler du développement de l'écotourisme dans la province paradis de Maïno. Je me sens obligé de ouvrir le papier pour vous déballer ce que j'ai dans mon cœur et dans ma tête. Je n'ai que 5 minutes, donc c'est ça la clé du développement de cette province. Je voudrais d'abord commencer par définir ce qu'on entend par le tourisme. Je vous double les minutes, vous avez 10 minutes. 10 minutes. Si. 5 fois 2. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par le tourisme et ensuite l'écotourisme? Quelle est l'importance de l'écotourisme chez nous? Comment cela étant, le tourisme c'est quoi? Le tourisme, je prends ici la définition de l'Organisation mondiale du tourisme. Aujourd'hui, on appelle ça le tourisme. Pour cette organisation, le tourisme c'est l'ensemble des activités déployées par des personnes qui voyagent et qui séjournent en dehors de leur environnement habituel pour au moins 24 heures et pas plus dans les complètes. Pour plusieurs raisons, sauf celles liées à une rémunération à la destination. Donc, comme vous pouvez le constater, le tourisme, c'est le fait de voyager. Et on voyage vers une destination. Et l'écotourisme, c'est quoi? L'écotourisme vient du tourisme durable. Parce que quand on parle de l'écotourisme, nous sommes tout simplement dans un milieu naturel. Et quand on parle du tourisme durable, ça peut être en ville, ça peut être aussi dans le milieu rural. Et c'est un tourisme responsable qui doit prendre en considération 2 paramètres. La rentabilité économique, c'est-à-dire ceux qui investissent dans le tourisme doivent gagner de l'argent. Il y a aussi le social qui doit être conservé, mais il y a aussi l'environnement. Sans ces 3 piliers, on ne peut pas parler de l'écotourisme. Et l'écotourisme, ce n'est pas un nouveau type de tourisme, mais c'est une condition pour développer le tourisme. Et le Maïndomé a plusieurs acquis, parce que pour développer le tourisme, on a besoin, nous les spécialistes, nous appelons ça des attractions, des éléments qui attirent les touristes. Et il y a 2 catégories. Il y a des attractions naturelles et des attractions culturelles. Et les attractions naturelles, nous avons la faune, nous avons la flore. Et la République démocratique du Congo, et plus particulièrement cette province de Maïdomé, a une flore luxuriante. Elle a la faune comme les bonobos, il y a le plan d'eau, il y a les forêts inondées. Il y a moyen de transformer la ville d'Inongo à une attraction touristique avec une architecture. Donc, nous allons créer avec tout ce que nous avons chez nous. Donc, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a le poisson qu'on appelle le primabouquet. Et je vais vous dire que je suis d'une famille des hôteliers. Ma fille a été réceptionniste dans cet hôtel. Elle a été la chef de réception dans un grand hôtel ici. Même mon fils qui est ici, nous savons ce que nous disons à propos de la restauration. Il y a moyen de prendre nos mabouquets, d'en rendre alors un plat gastronomique. Et j'aimerais déjà vous annoncer que nous avons inventé un poisson, donc les beautés avec des mayonnaises
il faut l'écouter. Ça, c'est la vérité. En dehors de cela, il y a aussi le moyen de transport. Parce que dans le tourisme, on ne peut pas développer le tourisme sans comprendre ce qu'on appelle le système touristique. Le système touristique est composé de deux provinces, il y a de deux entités. Il y a le pays émetteur, que nous appelons le tourisme émetteur, et le tourisme réceptif. Et le tourisme réceptif, le cas de la province de Maïdoté, doit avoir un produit. Et le produit touristique, ce n'est pas tout simplement l'attraction, mais c'est l'ensemble chez nous. Et c'est comme ça, quand les touristes arrivent chez nous, il est de payser. C'est ce dépaysement que les touristes cherchent. Il n'a pas besoin de retrouver Dubaï chez nous. Il n'a pas besoin de trouver New York au lac Maïdoté. La Soso et la République démocratique du Congo, malgré la crise de l'ISO, la Kendaka aussi, la Biloko, la Soso et les États-Unis. En d'autres termes, à partir de notre pays, il y a moyen de créer des sociétés anonymes. Non pas comme le système OADA l'a défini aujourd'hui, parce qu'en regardant le système OADA, la société du système OADA, c'est presque les SPL que nous avons, c'est presque les SA que nous avons. Alors que les sociétés anonymes, ce sont à l'origine, ce sont des sociétés qui peuvent réunir plusieurs capitaux. Et on peut réunir 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 500 millions